Benjamin Gross, bonjour. Bonjour. Alors en préparant cette émission, j'ai évidemment remonté le fil de votre vie jusqu'à votre naissance, 1925. Alors je me suis fait deux réflexions pour commencer. D'abord que vous aurez l'an prochain 90 ans. Vous êtes né en septembre, donc septembre 2015. Et sincèrement, on est vraiment toujours étonné de votre vitalité quasi juvénile. On a tout de suite envie de vous demander le secret de cette énergie que vous continuez de déployer encore dans vos multiples activités. Vous êtes de passage là à Paris pour pour des séminaires, pour des conférences, pour des rendez-vous. Vous continuez d'enseigner, de publier. On vous a reçu ici plusieurs fois pour divers ouvrages. Et j'allais presque dire, on a du mal à suivre le mouvement, hein, on a du mal à vous suivre. Quel est le secret de votre maintien en forme? C'est très difficile à dire. D'abord, c'est un don de Dieu, la santé. Et deuxièmement, je crois d'abord, c'est une vie familiale très réglée. Je dois beaucoup à mon épouse de ce point de vue-là. Et également, je pense que... En réalité, n'est-ce pas, me semble-t-il, ce dynamisme est animé par le sens de ce que j'appellerais la émouna, une sorte de confiance dans la vie, une sorte de confiance et la nécessité d'affirmer une responsabilité. Alors cette nécessité d'affirmer une responsabilité donne beaucoup de force et vous amène effectivement à prendre part à un tas de choses auxquelles vous êtes confrontés. Et c'est cette confrontation permanente qui fait justement que j'essaye de réaliser le mieux possible. Rabbi Nachman de Braslav disait qu'il était interdit d'être vieux, et vous appliquez J'applique à la lettre les affirmations de Nachman de Braslav. Comment vous la comprenez d'ailleurs, cette affirmation? Ça veut dire que, évidemment, on veut devenir vieux, et on essaie de poursuivre dans la vie, mais ne pas avoir une mentalité qui soit absolument figée et dogmatique. Or, me semble-t-il précisément, je trouve dans l'étude du judaïsme, et précisément dans l'étude des textes, je trouve la possibilité d'un renouvellement constant. Depuis toujours d'ailleurs, dans le judaïsme, les textes ont été confrontés toujours à de nouvelles réalités, mais cette confrontation offre une telle richesse d'approfondissement qui donne une véritable joie à l'étude, et cette joie de l'étude elle-même donne un dynamisme de vie. Alors, seconde réflexion que je me faisais en remontant votre parcours, c'est qu'on peut diviser en gros votre vie en 4 grandes périodes d'un peu plus de 20 ans chacune. Vos années de jeunesse à Strasbourg, de votre naissance jusqu'après la guerre, puis 20 ans d'enseignement à Strasbourg dans l'école que vous avez fondée, que vous avez dirigée, l'école Akiba. 20 ans après, basculement, votre alia en Israël, donc quelques années, 2 ans après la guerre des 6 jours, 1969. C'est ça. Et puis, en Israël, vous reprenez des activités d'enseignement dans un lycée, puis à l'université Bar-Ilan. Et puis après, vous avez votre retraite en 1993, et ça fait 20 ans, dernière partie de votre existence. Donc, est-ce que, retraite, bon, je dis tout de suite qu'il faut quand même relativiser, parce que comme je le disais, vous êtes extrêmement pris. Je me demande si vous ne travaillez pas autant à la retraite que après. Alors, je vous propose de prendre comme canevas un peu de ce cheminement, ces 4 grandes périodes, et en commençant donc par votre naissance à Strasbourg en 1925, et peut-être vous pouvez nous dire un mot du milieu familial dans lequel vous êtes né. Oui, parce que mes parents étaient originaires de Pologne, ma mère venait de Pologne, mon père venait de Francfort, mais également d'une famille qui avait émigré de Pologne. Et par conséquent, j'ai été élevé dans une famille traditionnelle qui ne parlait pas le français d'ailleurs. Et qui parlait yiddish uniquement. Parlait yiddish, yiddish allemand. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils sont venus à Strasbourg, qui permettait d'exercer une activité professionnelle, puisqu'à Strasbourg, on parlait l'allemand. Avec le yiddish, on se débrouillait, le yiddish et l'allemand. Et par conséquent, j'ai été élevé dans cette famille d'une façon traditionnelle qui avait le souci, je dois dire, très profond d'une éducation. Éducation à la fois générale et juive. Et donc j'ai évolué jusqu'à la guerre, on peut dire, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, dans ce cadre-là. Quel était le métier de votre père? Mon père était représentant de commerce. Et ma mère travaillait également comme vendeuse dans un magasin.
Ils sont arrivés en 1924, je crois. Ils sont arrivés en 1924, je suis né un an après. Et donc, ce qui m'a, contrairement à mes parents, qui étaient peu intégrés dans la société générale, moi j'ai eu la chance d'être intégré dans un mouvement de jeunesse très rapidement et de participer par conséquent non seulement au milieu étroit de ces émigrés, mais également à la société existante. Et ce qui fait que je dois beaucoup à ce mouvement de jeunesse qui s'appelait Yeshurun et qui dès le départ, m'a confronté à des problèmes qui n'étaient pas évoqués dans ma famille. Dans ma famille, c'était, je dirais, un environnement assez restreint. La famille des immigrés vivait entre eux, n'est-ce pas, ne connaissait pas d'autres. Moi, j'étais confronté à cela. Et ce mouvement de jeunesse m'a confronté non seulement d'une façon de la société avec d'autres, mais également du point de vue intellectuel. Et d'ailleurs, mes parents ont tenu absolument à ce que j'aille au lycée. Et je dois rendre hommage à leur sagacité, à leur volonté, parce que le lycée était payant. Et la situation était extrêmement difficile du point de vue économique, en particulier après la crise de 1929. Et je me souviens combien mes parents ont tenu à payer régulièrement le lycée pour que j'ai une éducation qu'ils estimaient absolument nécessaire. J'ajoute, aussi bien du point de vue général que du point de vue juif. Alors justement, vous avez écrit un livre qui retrace votre itinéraire, publié par Amoré, on va donner les références sur le site. Vous dites « Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai, dès le plus jeune âge, été familiarisé avec les études juives. » Et ça a commencé dès le jardin d'enfants, finalement. Oui, dès le jardin d'enfants. Extraordinaire à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de jardin d'enfants juif, et pourtant, Madame Cohn, elle s'appelait, a fondé un jardin d'enfants juif avec quelques éléments, et je faisais partie de ces éléments-là. Et par la suite, mes parents et ma famille ont tenu à ce que j'ai quotidiennement un enseignement de Torah, et j'avais un maître particulier tous les jours qui nous enseignait la Torah. D'ailleurs, j'allais au Talmud Torah général, et en plus de ça, j'avais un enseignement tous les jours de Torah. Comment se caractérisait la communauté juive de Strasbourg avant-guerre? Alors, en ce qui nous concerne, la communauté, il y avait la grande communauté, n'est-ce pas, qui était la communauté générale, et qui était constituée par les Alsaciens, les Juifs alsaciens qui étaient là depuis toujours. De souche, presque, on va dire. De source. Comme on dit aujourd'hui. Et puis, il y avait la communauté orthodoxe, également de souche alsacienne, mais qui ne voulait pas être intégrée dans la communauté générale. Pour quelle Ça raison? s'appelle des Austrittsgemeinde, pour des questions religieuses. Ah, alors que la différence? La différence était très grande. La grande communauté, comme on l'appelait, avait une orgue, et par conséquent la musique était assez, je ne dirais pas libérale, mais en tout cas était traditionnelle, mais d'une façon très lâche. La Haskalah était passée par là, on va dire. La Haskalah, je ne dirais pas, mais la lassitude, la facilité, je dirais, l'acclimatation, le climat général, alors que la communauté orthodoxe, qui s'appelait celle de la rue Kagnek, comme on disait, elle était traditionnelle, stricte, stricte traditionnelle. Et puis il y avait la communauté polonaise. Et du fait que j'habitais dans la même rue que la communauté orthodoxe, j'allais là, dans cette communauté, mais du côté de ma mère, je participais également à la communauté polonaise. C'était cette communauté dont vous parlez, la Etz Haïm, qui finalement suivait la tendance de Samson Raphaël Hirsch. Absolument, la tendance de Samson Raphaël Hirsch, Torah im derech eretz, c'est-à-dire par conséquent une traditionnalité stricte, une obéissance stricte à la loi, mais d'autre part une intégration sociale en général assez réussie. Quelles sont les personnalités, les maîtres qui vous ont marqué pendant cette période d'enfance? Alors cette période d'enfance et d'adolescence. Alors cette communauté orthodoxe, par conséquent, a eu l'heureuse idée, je crois, à un moment où il semblait que la jeunesse se dissipait un peu, d'engager un professeur venu de la yeshiva de Francfort, un petit-fils de la communauté de Samson Raphaël Hirsch, pour donner des cours et intensifier l'étude. Il s'appelait M. Speyer.
Salomon Speyer, et qui a une grande influence sur moi par le fait que c'est la première fois que j'étais confronté à l'approfondissement des textes et à la compréhension des textes. Et d'autre part, je l'ai rappelé tout à l'heure, dans cette même communauté, il y avait le mouvement de jeunesse Yeshurun, qui était à ce moment-là dirigé par Jacques Cohn, fils de Berthold Cohn, qui avait été responsable de l'Observatoire de Strasbourg, ce qui est une chose assez extraordinaire à ce moment-là. Et dans cette communauté, il y a eu un mouvement, je dirais, de réflexion sur le judaïsme dès ce moment-là déjà très important. Je rappellerai que de cette communauté sont nés Julien Samuel, qui avait été ensuite responsable du FSJU, Sami Klein, à la Shalom, qui a connu le rôle que vous savez, Moshe Katan, toute la famille Katan, et d'autres qui ont été ensuite vraiment des maîtres du judaïsme. Et dès cette époque-là, par conséquent, on avait le sentiment qu'on réfléchissait sur les problèmes généraux. Pour vous donner un exemple, à cette époque-là, déjà donc vers 1933, il y avait l'antisémitisme en Allemagne, et ce qui s'y passait. Dans notre famille, on n'en parlait pas. Mais à Yeshurun, nous discutions des livres, livres de Feuchtwanger et d'autres qui paraissaient de la sens de l'antisémitisme, et aussi, ce qui est loin, est-ce qu'il fallait aller à la Gouda ou est-ce qu'il fallait aller au Mizrahi, c'est-à-dire quelle est la position qu'il fallait avoir envers le retour en Palestine. Donc, vous voyez, tout cela, dès le jeune âge, donc par conséquent, j'avais 12-13 ans, nous a intéressés à ces problèmes. J'ajoute que cette communauté a eu véritablement un sens pédagogique profond par le fait qu'au Talmud Torah de cette communauté, je participais, j'ai eu un prix, et ce prix consistait à m'envoyer à la yeshiva de Montreux. Voilà, ça je voulais en parler, parce que vous avez passé 3 mois à cette yeshiva. J'ai passé 3 mois. Alors, la yeshiva de Montreux nous a confrontés d'un coup d'un judaïsme que je dirais bourgeois, à une atmosphère tout à fait différente, où on était plongé dans quelque chose qui ressemblait au yeshivot de l'Est. Et cette confrontation avec Montreux, comme d'ailleurs en ce qui me concerne, mais André Neher en parlait très souvent, il avait aussi été par cette yeshiva de Montreux, nous confronter à un judaïsme approfondi, tout à fait différent de ce que nous sentions. C'était quoi la différence finalement? La différence, sur l'étude du Talmud notamment? C'est que, comment dire, l'atmosphère d'une étude constante, 24 heures sur 24, la prière, qui était une prière collective, approfondie, et non pas avec un chantre et une population plus ou moins participante, mais une jeunesse qui tout entière participait. Et d'un autre côté, le responsable de cette yeshiva, le rabbin Bochko, était un homme qui avait un magasin, qui tenait un magasin de lingerie, et qui était donc présent également dans le magasin. Et tout cela faisait que je voyais là un monde que je ne connaissais pas. C'était à la veille de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Sur le frontispice de la yeshiva figurait un verset des psaumes, psaume 34, verset 12. « Allez, enfants, entendez-moi, je vous enseignerai la crainte de Dieu. » Alors ça fut l'occasion, quand vous avez quitté la yeshiva, pour le Rav Boschke, de vous faire un enseignement qui vous a marqué. Vous pouvez nous raconter cette scène? Ah bah oui, avant de partir, je veux dire comment je suis parti. Parce que nous étions en 1938. Mon père a été mobilisé et il y avait des dangers de guerre. Alors la famille ne voulait pas que je reste à Montreux parce qu'elle avait peur que je ne pourrais pas rentrer. Donc d'un jour à l'autre, j'ai dû partir. Et avant de partir, le Rav Bochko m'a amené à sa frontispice et m'a dit « On aurait dû dire « Venez enfants ». Je vous enseignerai le respect de Dieu. Et non pas aller. Il m'a dit si. Parce qu'aussi longtemps que tu es à la yeshiva, évidemment, tu es dans l'environnement des pratiques et de l'étude. Donc, par conséquent, d'une façon naturelle, tu participes à ces choses. Mais une fois que tu sors, c'est l'esprit de la yeshiva, tu dois essayer de le maintenir. Donc, on nous dit, allez, dehors, et alors on verra si l'enseignement a véritablement porté. J'ai essayé toujours d'être fidèle à cette recommandation. Et ça, c'était quelque chose qui vous a paru comme une vérité
concrète, en tout après, cas, a posteriori. C'est ça, Ouais. a posteriori, ça, lorsque j'étais moi-même éducateur, j'ai toujours pensé que l'essentiel, c'était pas ce que l'on enseignait au moment où l'on enseignait, mais de donner un viatique qui permettait à l'élève ensuite de pouvoir se servir de ce qu'on lui enseigne pour diriger sa vie. C'est quand on quitte la yeshiva pour entrer dans la vie que l'on peut mesurer l'influence de l'enseignement reçu. Exactement. Donc fin 38, vous l'avez dit, votre père est mobilisé, puis la guerre éclate. Vous avez alors 14 ans, hein, Oui. seulement. Quel souvenir vous avez de ce moment-là, de ce basculement? C'est que Strasbourg a été évacué de tous ses habitants en 1939. Et par conséquent, nous avons été ballottés à travers la France. Tous les hommes de la famille étaient mobilisés, avaient été naturalisés français ensuite, donc étaient mobilisés. Et moi, j'avais donc 14 ans, et j'étais avec les femmes de la famille, à peu près le seul qui parlait français. Et cela a eu pour moi une influence capitale, à savoir que ensuite nous avons été transbahutés de village en village, de ville en ville, jusqu'à aboutir à Périgueux, dans la Dordogne, où l'ensemble de la population strasbourgeoise et du Bas-Rhin, a été évacuée par les autorités. Nous sommes restés quelque temps à Périgueux, puis à côté de Périgueux, à Ribérac, où je suis resté une année, dans des circonstances assez difficiles, comme vous pouvez l'imaginer. Mais en ce qui me concerne, c'était pour moi une prise de responsabilité et véritablement une découverte. Là, vous n'étiez pas dispersé, vous restiez avec un groupe de gens, votre famille ou... Oui, avec la famille, mais surtout les femmes de la famille et quelques personnes qui étaient également à Ribérac. Il n'y avait même pas Mignane, je crois, à Ribérac même. Et c'est pourquoi, après quelque temps, ma famille, et ma mère en particulier, mon père était fait prisonnier entre-temps, a décidé de passer à Limoges. Et ce fut une découverte extraordinaire. Vous racontez ça parce que la vie religieuse se poursuivit. L'expérience de Limoges fut pour moi une expérience absolument capitale à tout point de vue. D'abord, au début, j'allais au lycée, et puis à un certain moment, ça ne m'intéressait plus. J'ai essayé de décrocher du lycée, et comme il s'est ouvert une école Hort à Limoges. En quelle année? En 41, 42. C'est ça qui paraît totalement... Alors l'expérience de Limoges, c'est donc une population juive les Alsaciens, au moment de l'armistice, les Alsaciens non-juifs sont retournés en Alsace, où ils ont été annexés par l'Allemagne, et les Juifs, évidemment, ne pouvaient pas retourner. Alors, le grand rabbin Deutsch, d'abord rabbin Deutsch, à Limoges, était une personnalité exceptionnelle, un pédagogue averti et un chef de communauté qui a montré toute sa force. Il s'est reconstitué en quelques mois une communauté qui avait tous les attributs de la communauté. Le culte, évidemment, la bienfaisance, le restaurant populaire, une mikvé, un four pour les matzot, une école Hort, et par la suite, j'en parlerai, le petit séminaire israélite où j'ai été élève. Mais au début, j'étais à l'Hort, et j'ai appris la radio, et également la mécanique un peu, ce que m'a servi toute ma vie d'ailleurs, m'a intéressé également au problème de la physique et de la réparation de l'électronique. Et le rabbin Deutsch enseignait la religion, les cours d'enseignement religieux à cette école-là. Et il m'a remarqué, et lorsqu'il a ouvert sous l'initiative du consistoire et du grand rabbin Libert un petit séminaire, qui avait pour but de former à ce moment-là, et c'est d'une extrême importance, des cadres pour après la guerre. C'est-à-dire donc une école juive qui préparait au baccalauréat et qui en même temps permettait un enseignement juif approfondi. C'était la première fois que j'étais confronté à cette école qui avait ceci de particulier. Les professeurs juifs avaient été radiés de l'enseignement général. Donc, par conséquent, nous avions des professeurs de tout premier plan, agrégés. Mon professeur, par exemple, de latin, parlait latin du temps allemand. Et tous étaient d'un très grand niveau. Nous étions un petit groupe.
Et ceci nous a permis de rattraper en une année plusieurs années d'études. Et nous étions une famille. Et surtout alors, le programme était adapté à ceux qui y étaient. Et d'autre part, le programme juif était d'une exceptionnelle richesse. C'est la première fois que nous avons appris qu'il y avait une littérature juive, qu'il y avait une langue juive, l'hébreu. On apprenait l'évrite. On apprenait le Talmud d'une façon non pas simplement récitative ou de connaissance, mais avec un élargissement spirituel assez exceptionnel. Cela m'a marqué pour la vie. D'ailleurs, tous ceux qui ont été pour leur vie marqués par cette expérience-là. Dans ce contexte de guerre, d'occupation. Mais je voudrais rappeler que nous étions en train d'apprendre dans une baraque. Des avions passaient au-dessus de nous quand il y avait une alerte. L'enseignement continuait. Cela m'a laissé une impression extraordinaire pour toute ma vie. Que la force de l'enseignement que nous avions là, nous étions comme magnétisés par les textes et par la présence du professeur, sans sentir du tout le danger qui nous menaçait. C'est ce que j'allais vous dire, il n'y avait pas quand même un danger objectif de vous faire prendre? Si. Alors ce danger existait. À un certain moment, à la fin de la seconde, c'est-à-dire après une année d'études, j'avais rattrapé au cours de cette année 2 années d'études secondaires, ce qui était assez extraordinaire. Et l'établissement, donc, au mois de juin, je voulais me présenter au baccalauréat. Mais ils estimaient que c'était trop dangereux pour l'école en seconde de me présenter. Alors, je me suis présenté à titre individuel pour le mois d'octobre et j'ai réussi. Et j'étais tellement content d'avoir passé ce baccalauréat, la première partie du baccalauréat, et la vie à Limoges devenait absolument insupportable. C'est-à-dire les rafles étaient quotidiennes et il était extrêmement dangereux de sortir dans la rue quand on était juif, bien qu'il n'y avait pas d'étoiles jaunes. Mais il y avait des rafles constamment. Les étrangers avaient déjà été raflés. Maintenant, ça venait le tort des juifs. Moi, je voulais absolument continuer les études. J'ai décidé de quitter Limoges et je suis allé à Saint-Étienne où j'ai fait mon baccalauréat de philosophie. Et donc isolé à Saint-Étienne, ne connaissant personne, et ayant une vie, je dirais presque honteuse à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un contraste extraordinaire entre ce qu'on entend, les enfants cachés, la difficulté qu'il y avait, et tout d'un coup, quelque chose comme si quelque chose avait été préservé un peu miraculeusement à cet endroit. Oui, alors effectivement, j'avais de faux papiers, évidemment. Ouais. Et je m'étais inscrit à toutes sortes d'associations pour avoir d'autres papiers encore, la Croix-Rouge et d'autres aides. Et donc j'ai passé là une année d'études. Je ne connaissais personne, donc je pouvais lire et étudier et participer à la vie scolaire. C'était vraiment extraordinaire. Dieu merci, je ne connaissais aucun juif à ce moment-là. Il y avait sans doute un danger aussi, mais étant donné que je n'avais aucune relation ni avec personne, ni avec des juifs, ni avec des non-juifs d'ailleurs, sauf la classe où j'étais. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés en 1945. Vous passiez pour, si je puis dire, un Alsacien. Oui, enfin, j'avais des faux papiers d'une personne qui existait vraiment. Naturellement, si on m'avait attrapé, cela n'aurait sans doute pas servi à grand-chose, mais en tout cas, ça me donnait un sentiment de sécurité. Qu'est-ce que vous faites, Benjamin Gross, à la Libération Alors, à la Libération, mon père est revenu entre-temps de captivité, assez malade d'ailleurs, et mes parents sont restés à Limoges. Et moi, j'ai commencé une année d'études à Lyon, de philosophie. Et à la fin de cette année-là, donc en 1946, j'ai décidé de retourner à Strasbourg pour continuer les études. Avant de voir cette période-là, juste peut-être pendant cette période 45, il y a une conférence à Lyon qui vous a marqué particulièrement, celle des frères Neher, vous rapportez dans votre petit livre, sur le thème des rapports entre immanence et transcendance divine. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'ambiance de cette conférence quand même, pour nous faire revivre ce moment? On est quand même en 45. D'ailleurs, il faut dire, nous sommes en 45-46. André Neher, que je ne connaissais pas, était à Lyon. Son beau-frère dirigeait, Nati Samuel et Hélène Samuel, dirigeaient une maison de Lausée
les Hirondelles, pas loin de Lyon. Et c'est ainsi que nous avons été mis en contact avec André Neher. Et un autre maître qui se trouvait également, qui faisait partie du mouvement Yeshurun, Marc Bruyère, pédagogue très averti. Et Yeshurun a organisé donc, a demandé à ce moment-là à André Richard Neher une conférence sur un problème qui nous préoccupait. Nous étions 3 amis à Lyon, Bernard Picard, qui sera ensuite directeur des Siens de Hirsch à Paris, Théo Dreyfus, qui sera ensuite directeur de Maïmonide, et moi-même, nous formions une trinité, comme on nous appelait, le Père, le Saint-Esprit. Et donc, par conséquent, ensemble, et nous avons demandé à André Neher, en tant que responsable du Yeshurun, de faire une réunion de chefs du Yeshurun pour former des chefs de mouvements de jeunesse. Et il a proposé immanence et transcendance. Et à dire la vérité, nous n'étions pas très avertis encore de ce langage, ni pour comprendre la séance. Mais la séance fut une séance extraordinaire. Nous sentions qu'il y avait une exposition du judaïsme sur le point de vue philosophique qui nous permettait, nous qui faisions des études de philosophie, de nous confronter avec ce qu'on nous enseignait à l'université. De raccrocher en fait pas seulement de raccrocher, mais de voir qu'il y avait une expression philosophique qui concurrençait sur le point de vue de la cohérence et de la vigueur des idées avec ce que nous enseignait à l'université. C'était absolument indispensable à ce moment-là. Étaient présents à cette conférence des rescapés de Buchenwald, en particulier Elie Wiesel. Et cette conférence a donc eu un succès considérable par le fait de l'impact qu'il a eu sur tous ceux qui étaient présents. Et en particulier en ce qui nous concerne, sur le rapport intime que nous avions, nous 3, avec la famille Neher, que nous avons poursuivi, parce qu'en 1946, et la famille Neher et nous-mêmes, nous sommes allés continuer nos études à Strasbourg. Et la discussion a continué toute la nuit après la conférence. Et ce thème des rapports entre transcendance et immanence divine, finalement, c'est un des thèmes qui a structuré ensuite votre propre recherche sur la philosophie juive. Absolument. C'est-à-dire que j'ai poursuivi mes études, et toujours parallèlement à des études juives. Et je dois dire que la rencontre à la fois là, de Rabbin Deutsch, avec lequel je continuais d'avoir des relations, André Neher, qui a ensuite fondé la chaire à Strasbourg, n'est-ce pas, d'études juives, la première en France. Tout cela nous a permis, nous 3, et moi en particulier, de maintenir toujours des études juives approfondies en parallèle avec nos études philosophiques approfondies également. Donc vous rentrez à Strasbourg, on est en 45. En 46. Vous avez 20 ans, 21 ans à ce moment-là. Oui. La vie juive commence à se réorganiser à Strasbourg. Comment est-ce un petit mot quand même sur la manière dont on percevait à l'époque la tragédie qui venait de passer. Chaque famille avait été plus ou moins touchée par la Shoah. Quelle conscience on avait de cet événement qu'on n'appelait pas évidemment encore la Shoah? On n'appelait pas la Shoah. Est-ce qu'on en avait une conscience? Non, on avait des grandes difficultés à la comprendre. Ce que l'on voyait, c'était un désert. La synagogue à Strasbourg avait été détruite. Les familles, beaucoup de familles ne sont évidemment pas revenues, avaient été dispersées et déportées. Donc par conséquent, la vie à Strasbourg, il y avait à reconstruire tout. On voyait les drames, les tragédies individuelles, mais peut-être pas le phénomène dans sa Alors globalité, le phénomène de la Shoah, enfin en ce qui me concerne, mais je crois d'une manière générale, l'ampleur de la destruction et tout ce qui s'était produit à l'Est, nous l'ignorions. Je voudrais donner un exemple. Donc mes oncles sont revenus également à Strasbourg, et un de mes oncles, qui était en Pologne, avait été déporté de Pologne et avait perdu pendant la guerre une femme et 6 enfants. Après la guerre, il est revenu à Strasbourg. Il parlait, nous ne comprenions pas ce qu'il disait. À tel point qu'après quelques semaines de présence à Strasbourg, il a décidé de retourner en Pologne. Qu'est-ce que vous ne compreniez pas? On ne comprenait pas ce qu'il disait. Et, nous ne savions rien
de ce qui s'était passé véritablement dans les camps d'extermination. Alors on avait l'impression qu'il était, je dirais pas fou, mais en tout cas, on ne pouvait pas imaginer ces choses. Et mes oncles, qui étaient très attachés en ce qui concerne la relation familiale, n'ont pas pu le retenir, parce qu'il n'était pas capable de consentir à cette vie bourgeoise et à cette acceptation d'un monde qui se recomposait comme si de rien n'était. C'était pour lui absolument insupportable. Et a posteriori, je vois maintenant, nous ne le comprenions pas, mais lui ne pouvait pas non plus nous comprendre. Ce qui explique qu'il a fallu 20 ans, 25 ans. Et d'une manière plus générale, n'est-ce pas, ça a fallu beaucoup de temps, Simone Veil en parle longtemps, pour que les déportés parlent et nous disent ce qui s'est passé. Et qu'on les croit et qu'on les écoute. Qu'on les écoute parce qu'on ne les écoutait pas. On ne l'écoutait pas parce qu'on pensait qu'ils n'étaient pas tout à fait. Alors, on ne comprenait pas. Et comme ça, je m'explique d'ailleurs que les Juifs ont été surpris par ceux qui ont été déportés, surpris par les événements. On ne pouvait pas imaginer qu'une telle chose était possible, que nous allions brûler 6 millions de Juifs, détruire tout. Une catastrophe de ce genre n'avait jamais existé. Quand bien même on avait quand même la réalité de toutes ces familles qui avaient perdu, qui un père, un oncle, etc. Voilà. Mais alors la vie juive s'est lentement reconstituée. Et, alors là, vous terminez vos études de philosophie à ce moment-là à Strasbourg. Oui, je termine une étude de philosophie, une licence de philosophie. En 1948, je termine et j'ai postulé un poste pour lancer de professeur au lycée. Et sur ces entrefaites, j'avais rencontré dans un camp également du Yeshurun, à Amblois, qui avait reçu également des enfants de Buchenwald d'ailleurs, était venu nous rendre visite, Marcus Kohn, qui avait fondé l'école juive Maïmonide en 1936 à Paris. Et il est revenu lui aussi de captivité, et il a rouvert l'école Maïmonide, et il voulait par conséquent trouver des professeurs et des personnes capables d'ouvrir d'autres écoles juives. C'est ainsi qu'il m'a proposé, au lieu d'accepter un poste à l'école secondaire normale, de venir à Paris pour ouvrir une école juive. Je suis allé le voir fin juin, début juillet, et pendant 8 jours, nous avons mis au point un programme d'études juives qui était tout à fait nouveau, ça n'existait pas. Et également les possibilités, il disait qu'il pouvait avoir le bâtiment de Claude Bernard, rue Claude Bernard, qui était vide, pour créer une école. Nous avons mis au point quelques personnes qui habitaient dans la région pour être une sorte de comité. Et nous avons mis en point une stratégie pour ouvrir une école. Nous n'avions ni professeur, ni élèves, ni argent, ni programme. Mais j'étais extrêmement impressionné par la vigueur et de pensée et la qualité pédagogique de Marcus Kohn. Et finalement, ça n'a pas marché. Alors finalement, je suis rentré. Il m'a dit, dans 8 jours, je te rappelle et tu viens à Paris. Au bout de jours, il m'a rappelé, il n'a pas eu Claude Bernard, c'est le rabbin Kaplan, le grand rabbin Kaplan qui a eu la maison et qui avait déjà engagé un autre directeur, ça n'a pas marché. Et alors là, vous créez votre propre école. Alors je suis allé trouver le grand rabbin de Strasbourg, qui était devenu un ami à moi aussi, et il m'a dit, écoute, j'ai toujours rêvé d'une école juive à plein temps, et moi-même je sentais qu'il était nécessaire de... Marcus Kohn m'avait donné l'impression que nous avions une responsabilité qui avait déjà été développée dans le mouvement Yeshurun envers la jeunesse maintenant, qui ne pouvait plus accepter un judaïsme bourgeois et de conformité, qu'il fallait donner des raisons de poursuivre le judaïsme qui était approfondi. Et par conséquent, j'ai proposé au grand rabbin d'ouvrir une école à Strasbourg, ce qui est absolument nouveau. Il m'a dit, si tu réussis à avoir 15 élèves, je te soutiens. J'ai réussi à en avoir 30. Et puis après, ça s'est développé considérablement. Pourquoi ce nom d'Akiba, d'ailleurs? Pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, évidemment, Maïmonide, tout le monde connaît. C'était
le judaïsme et la rationalité, Maïmonide, j'ai choisi Akiba pour la raison suivante. C'est que Akiba était un rabbin qui était un auteur de la Mishnah. Et par conséquent, à un moment où nous entrons dans l'époque post-biblique, la Mishnah est le signe d'une volonté, malgré la fin de la prophétie, d'inaugurer une nouvelle période de réflexion sur la prophétie et d'approfondir dans de nouvelles conditions la continuité juive. Il m'a donc semblé que Rabbi Akiva était représentatif de la volonté que nous avions nous-mêmes, après la tragédie qui avait été celle de la Seconde Guerre mondiale et de la destruction, de l'extermination du judaïsme dans l'Est de l'Europe, de fonder une institution qui soit capable à la fois d'assurer un enseignement général ouvert et approfondi et un enseignement juif qui permette à nos élèves de voir pourquoi il faut continuer à rester juif et quelle est la valeur du judaïsme, non seulement pour le judaïsme, mais pour la valeur humaine. Et alors cette idée-là qui, maintenant, disons, est parfois, et c'est assez souvent partagée, elle était vraiment nouvelle à l'époque. À tel point. Il y avait soit ceux qui étaient des orthodoxes purs, soit des gens qui étaient... Oui, alors il faut comprendre la nouveauté. La nouveauté était dans ce fait que, d'abord, on n'était pas habitué à un approfondissement du judaïsme de cette façon-là. L'idée qu'on pouvait à la fois enseigner l'enseignement général et l'enseignement juif d'être enseignement nouvel, et surtout les juifs qui étaient revenus, et des notables en particulier, étaient sensibles au fait que la France, la laïcité, avait permis l'entrée des juifs dans la société générale. Et par conséquent, l'école juive apparaissait à ce moment-là comme un ghetto. Et ils avaient absolument peur de la ghettoisation. Et en ce qui me concerne en particulier, j'ai mené une lutte véritable pour montrer que l'école juive n'était nullement un ghetto. Au contraire, c'était un apport de la civilisation juive à la cité. Et il y avait d'autres occasions de rencontrer les contre-patriotes non juifs, mais que l'enseignement devait être une raison, donner une raison d'être à la jeunesse, qui soit une jeunesse approfondie. Nous avons eu une lutte à mener très grande, très violente même parfois, contre ceux qui estimaient que c'était absolument inutile et surtout dangereux de séparer ainsi les juifs de leurs compatriotes non juifs. Et puis il y avait aussi ceux de l'autre côté qui considéraient que il ne fallait pas forcément non plus faire ce mélange, que ça n'apportait rien au judaïsme, et qu'il fallait au contraire conserver une orthodoxie pure. Mais alors, l'école Akiba a eu... je pense que nous avons eu cette intelligence, si je puis dire, de ne pas accepter tous les élèves, de ne prendre au départ que des élèves qui ne viennent pas parce qu'ils ont été rejetés d'ailleurs, mais parce qu'ils étaient intéressés par des écoles juives. Cela est resté un principe d'ailleurs pour moi. Lorsqu'on ouvre une institution, il faut commencer d'abord par affirmer l'excellence de l'enseignement et ensuite on peut ouvrir plus largement. Et l'école a eu des résultats vraiment très impressionnant. Tous les professeurs n'étaient pas juifs, mais l'esprit qui nous animait tous ensemble était... Nous avions conscience de faire quelque chose de neuf, d'imaginer des programmes, d'imaginer d'autres rapports avec les élèves que ceux de l'enseignement public, de créer d'autres activités comme des activités culturelles qui ouvraient l'école sur l'ensemble de la vie de la cité. Tout cela a fait que l'école a pris un impact qui s'imposait de plus en plus et qui a été reconnu d'ailleurs par les autorités académiques de Strasbourg, si bien qu'au bout de quelques années, nous avons réussi effectivement à implanter cette institution. L'éducation, écrivez-vous, n'a pas pour fin l'enfant, mais l'homme adulte qu'il sera plus tard. Qu'est-ce que ça change d'avoir cette idée-là, de dire qu'on s'occupe de ce que va devenir l'enfant? Qu'est-ce que ça change dans la manière d'enseigner, dans ce qu'on enseigne? Eh ben, ça change énormément parce qu'on pense immédiatement aux fins de l'enseignement. C'est-à-dire que cela dépasse la notion même d'acquisition des connaissances. Je pense encore maintenant que un des griefs que j'ai vis-à-vis de l'enseignement public général, c'est de ne pas considérer que nous voulons éduquer,
et pas seulement enseigner. L'enseignement doit être une éducation. Et une éducation dépasse le simple fait d'acquérir des connaissances. Il faut acquérir des connaissances pour un but. Il faut savoir pourquoi, aussi bien dans les sciences générales, pourquoi la science, pourquoi la connaissance. Et en ce qui concerne le judaïsme, encore davantage, pourquoi se livrer à cet enseignement de textes vermoulus et quelle est leur actualité. Alors, si on montre ainsi, du moins si tout l'ensemble du staff, tout l'ensemble du corps enseignant est mobilisé par cette idée essentiellement éducative et non seulement concentrée sur l'enseignement, cela donne un horizon à l'école, et je pense que c'est ça la caractéristique essentielle, ou en tout cas doit être de toute école, et en particulier de l'école juive. Et comment on met du sens dans l'enseignement des choses profanes par rapport à ce que vous dites dans l'éducation? Est-ce que ça change le programme aussi, ou c'est le même programme? En principe, cela devrait changer le programme. Dans mon idéal, ça aurait dû changer le programme. Mais l'école juive devant s'imposer, pour les parents, il fallait une garantie de conformité avec l'enseignement général. Jusqu'à aujourd'hui, je le regrette, parce que je pense effectivement qu'il fallait remodeler et donner plus d'importance à certaines matières que d'autres, passer moins de temps à certains enseignements et plus à d'autres. J'essayais de le faire dans la limite de conformité tout de même avec l'enseignement général, parce que sinon, les parents n'auraient pas eu confiance dans l'école. Vous êtes resté 20 ans donc, dans cette école à la diriger. 67, guerre des 6 jours, on avance. Moins de 2 ans plus tard, vous faites votre alia. Alors, comment s'est passée cette décision? Dans quel état d'esprit vous étiez à l'époque par rapport à cette décision? Comment elle a mûri? Alors, d'abord, l'impact de la guerre des 6 jours fut impressionnant. C'est-à-dire, nous avons senti que quelque chose était en train de bouger dans le destin juif, en particulier par le fait de la libération de Jérusalem et du retour de Jérusalem à l'État d'Israël. Très nettement, avant, j'avais eu des contacts avec Israël, j'étais venu plusieurs fois, mais je considérais, on ne voyait pas l'impact juif de cet État en particulier, surtout que nous n'avons pas été éduqués exactement dans ce sens. Le fait de reconquérir Jérusalem fut un choc, en quelque sorte. Nous avions pensé depuis longtemps au fait d'Israël. Personnellement, j'étais tellement intégré dans l'éducation et tellement intégré dans la fondation de l'école, qui était, je dirais, pas seulement une occupation, mais une raison d'être. Un investissement personnel. Que je n'aurais sans doute seul pas pris cette initiative. C'est mon épouse qui a beaucoup poussé à ce que, surtout nos enfants, puissent participer à la création, à la vie de l'État. Et surtout, il y avait également mes amis de Strasbourg, Neher, d'autres, Lucien Lazare, qui également ont fait l'ALIA. Une ALIA un peu collective, on va dire. Alors, nous avons fait une ALIA collective. Vous perceviez donc dans ces événements quand même un caractère, on peut dire, messianique, qu'il y avait quelque chose qui bougeait, comme vous l'avez dit? Très proche de cela. C'est-à-dire, sans employer les termes de messianique, certainement que quelque chose venait de tourner dans le destin juif et dans la valeur que prenait l'État d'Israël d'une manière générale dans le monde. Et je dois dire que, alors nous avons donc décidé cette alia, avec mes 5 enfants. 19 août 1969, premier jour des Louls 5729, vous quittez la France avec votre femme, vos 5 enfants, vous montez en Israël. Oui. Comment ça se passe, les premiers moments d'installation? Écoutez, en ce qui nous concerne, cela ne pouvait pas mieux se passer. J'avais passé mon doctorat, un doctorat, entre-temps, et j'avais été contacté également par l'agence juive également pour participer à certains travaux préparatoires pour les écoles. J'ai été engagé tout de suite comme directeur d'une grande école à Jérusalem, une école qui comportait 12 classes, école de jeunes filles, école compréhensive, donc générale, et en même temps j'ai eu un poste à Bar-Ilan. Pour vous dire, vous avez rappelé la date du 1er Elul.
Je suis arrivé le 1er Elul, le 2 Elul à 8 h du matin, j'étais à mon bureau à Jérusalem. Donc ça ne pouvait pas être une meilleure alia. Alors vous étiez dans quel état d'esprit là, le 2 Elul? Écoutez, à votre bureau à Jérusalem, Jérusalem. Comment c'était quelque chose que vous réalisiez déjà Oui, ça vous paraissait naturel d'être là? Naturel. Dès le premier instant, je me suis senti, je dois dire, chez moi, avec l'idée d'une participation totale à ce qui se faisait. Aussi d'une certaine manière d'apporter quelque chose, mais j'ai apporté. Mais j'ai aussi reçu. C'est-à-dire que cette école que j'ai dirigée à Jérusalem était loin d'être l'école Akiba. L'école Akiba était une école élitiste, si je puis dire. Là, c'était une école beaucoup plus populaire, mais avec des projets éducatifs extraordinaires. C'est-à-dire nous avions une population qui était une population très fruste, générale, et nous élevions le niveau de ces populations d'une façon tout à fait remarquable, avec un très grand dévouement. Avec beaucoup plus peut-être de marge de manœuvre que vous aviez pour impulser une nouveauté aussi dans l'enseignement. Je me suis senti tout de suite à l'école en lui donnant véritablement une direction telle que je la mets, mais moi-même en apprenant les conditions qui existaient donc, dans le pays, parce qu'il fallait quand même s'intégrer. Le milieu était différent, le milieu de l'éducation en Israël? Ah oui, complètement différent. Le rapport était complètement différent. Je me rappellerai toujours donc j'arrivais au mois de septembre, donc août-septembre, et il y avait eu des examens de passage des élèves. Une des premières tâches à m'a confronté, c'est de voir ces examens de passage. Bon, j'avais l'habitude en France déjà, et les parents, ceux qui passaient, passaient, et ceux qui ne passaient pas, ne passaient pas. J'ai donc affiché les résultats des examens. Le lendemain matin, j'ai eu une délégation des élèves. Monsieur le directeur, donnez-nous encore une nouvelle chance. Ah, j'ai dit, écoutez, on vous a donné une nouvelle chance, puisque vous aviez 3 mois pour préparer un examen de passage, vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas utilisé votre chance. Les élèves m'ont dit, oui, comme ça c'est en Chutz La'aretz. Mais ici, c'est pas comme ça. Le matin même, j'avais appris une Mishnah. Et dans cette Mishnah, il y a une discussion, combien de temps on doit rouvrir les procès. C'est-à-dire, quand il y a eu un procès, eh ben, on peut faire appel. Combien de fois on peut faire appel ainsi? Alors, il y a différentes opinions. Il y a 1 mois, 1 an, etc. Rabbi Shimon ben Gamliel dit toujours. C'est-à-dire, quand il y a de nouveaux événements qui se produisent, il faut toujours ouvrir. Je leur ai dit, je vous donne une nouvelle occasion. C'est pour vous dire, je me suis adapté à la situation. Voilà. Et vous êtes passé de l'Alsace à Israël. Tout à fait. Il a fallu arrondir les angles, et en même temps, il y avait une force supplémentaire qui s'est produite. Mais alors, parallèlement à cette école, j'avais reçu un poste, j'avais été nommé à Bar-Ilan, qui m'ont mis à l'épreuve, si je puis dire, et qui m'ont donné un demi-poste à la faculté des lettres. Pour enseigner la philosophie pour juive. enseigner la philosophie générale et juive. Parce que ces gars, et là j'étais très content, parce qu'à Bar-Ilan, le département de philosophie, chose rare et exceptionnelle, était à la fois un département de philosophie juive et générale. Ce qui, en ce qui me concerne, était tout à fait, pour vous, adéquat. Et heureusement, au bout de l'année, on m'a proposé un poste entier. Et j'ai progressivement dérivé vers l'enseignement. C'est-à-dire, je suis resté quelques années à cette école de jeunes filles, parallèlement à Bar-Ilan, en ayant deux occupations. À l'université. Mais j'ai déplacé, je suis devenu professeur à l'université, jusqu'au décanat, où j'ai participé à la direction de Bar-Ilan en tant que doyen de la faculté. Alors c'est là, dans cette période-là, où vous intensifiez vos recherches, vos travail de traduction, vous vous intéressez donc à toute cette lignée de grands maîtres qui ont développé tous une philosophie de l'histoire, Maharal de Prague, Rav Samson, Raphaël Hirsch, Soloveitchik et évidemment le Rav Kook. Votre thèse de doctorat a porté sur le messianisme juif dans la pensée du Maharal de Prague. C'est ça. Il y a un livre le livre est paru, une thèse dans laquelle vous expliquez que la philosophie juive de l'histoire est fondée sur la tension entre le destin particulier du peuple juif et l'universalité du projet dont il assume la charge. C'est donc là, selon le Maharal, qu'il faut trouver le moteur de l'histoire,
finalement, ça a été ça votre conception. Enfin, vous avez tout de suite, en rencontrant la pensée du Maharal et en travaillant dessus, vous êtes tout de suite mis en phase avec cette notion d'une histoire dynamique qui était une interaction entre la particularité d'Israël et l'universalité de son message. Oui, effectivement, ce qui correspondait d'ailleurs à ce que j'enseignais à la faculté, c'est-à-dire justement dans notre faculté, à la fois philosophie générale et philosophie juive. Et d'autre part, j'ai pris conscience, effectivement, à fur et à mesure, cela ne s'est pas fait d'un jour à l'autre, mais dans les recherches sur la pensée du Maharal, j'ai progressivement compris que la période de la Renaissance et notre période, c'est-à-dire l'actuelle période, avait des rapports extrêmement étroits, si bien que, c'est vrai ce que vous dites, que la manière de mes recherches, le fondement de mes recherches et le sujet des recherches correspondaient d'une certaine manière à mon intention de vie. Cela, vous m'avez parlé au début, n'est-ce pas, d'où vient cette force, ce dynamisme. Je dirais il vient en partie de cela, de ce fait que ma recherche n'était pas seulement une recherche académique abstraite, mais qu'elle s'inscrivait véritablement parallèlement, je dirais, dans ma création de vie, de ce qui se faisait. Il faut savoir que participer ainsi à la création d'une université, Bar-Ilan est une université jeune, à la création de l'université, c'était pour moi également le sentiment d'apporter quelque chose à la création de cet État, qui pour moi est essentiellement la formation d'une nation. Nous ne sommes pas encore une nation. L'État d'Israël est en train de rassembler de tous les coins de l'univers des groupes très hétérogènes. Et ce qui est passionnant pour ceux qui veulent s'y adonner, c'est que justement dans cet effort de créer une nation, il y a un dynamisme extraordinaire et la nécessité de trouver de nouvelles formules et de les adapter constamment. Or, l'université était pour moi un creuset où à la fois je me mesurais au point de vue des recherches académiques, mais également au point de vue des contacts avec les élèves, avec mes collègues également, qui eux étaient déjà nés dans le pays en particulier. Et aussi, je dois dire, l'ouverture de l'université aux universités du monde, et en particulier aux ceux des États-Unis. Chose tout à fait nouvelle, qui était également nouvelle pour moi, a fait que j'ai trouvé là une source d'énergie et de vie à une autre pareille. Vous parliez de la période de la Renaissance, du Maharal. Je suis frappé par le fait que le XVe siècle, le Maharal a vécu au XVIe siècle, le XVIe siècle correspond très bien à la problématique à laquelle nous sommes confrontés. C'est-à-dire, la période de la Renaissance est une période d'ouverture. Ouverture des frontières, découverte de l'Amérique 1492, ouverture du ciel, Copernic, et la révolution vis-à-vis de l'astronomie ptoléméenne. Ouverture également de la connaissance, découverte de l'imprimerie. Et en même temps, découverte, donc par conséquent, une ouverture de culture absolument extraordinaire. Et en même temps, Inquisition, 1492, la même période, et également possibilité de destruction, invention à la fin du XIVe siècle de la poudre, qui permettait de tuer à distance, et beaucoup plus que l'on faisait avant. Et le Maharal, me semble-t-il, était confronté, sinon explicitement, mais du moins par la manière dont la vie se faisait à Prague à ce moment-là, à cette tendance à la fois d'un progrès de la connaissance et d'une ouverture, et d'un autre côté, d'une possibilité de destruction. Or, notre période, maintenant, correspond exactement à cela. Ouverture des frontières également, des galaxies, découverte des nouvelles de l'espace, possibilité de destruction, la bombe atomique et la biogénétique, donc des possibilités extraordinaires de progrès, le computer, l'ordinateur, progrès des connaissances. Donc par conséquent, nous sommes exactement en période parallèle et s'offre aujourd'hui au monde la possibilité ou bien d'un progrès extraordinaire et de la connaissance et de la puissance qu'a l'homme d'exercer sur la nature, et d'un autre côté, la possibilité d'une destruction. Je suis frappé par cette même période, parallèle à celle
l'Inquisition et de l'expulsion des Juifs d'Espagne, d'Auschwitz et la destruction du judaïsme européen. Et nous sommes aujourd'hui, me semble-t-il, dans cette même confrontation relative. Est-ce que le monde va aller vers plus de barbarie ou au contraire, est-ce que le monde saura se raccrocher à ces éléments de progrès? Or, le Maharal analyse ces phénomènes et ce qui est extraordinaire, il les analyse non pas comme je viens de vous l'exposer, mais à travers les textes de la tradition. Donc par conséquent, vous voyez, il y a là à la fois une symbiose qui se fait et des problèmes généraux et des problèmes de notre vie, et en même temps l'analyse de textes qui prennent à ce moment-là toute une autre figure. C'est-à-dire, on voit donc à travers ces textes se réaliser une confrontation à l'actualité qui les dépoussière et qui fait cette magnifique considération des Pirkei Avot, n'est-ce pas, que les paroles de nos sages sont comme des braises. Il faut souffler dessus. Et tout dépend de la manière dont on souffle. Si le souffle est fort, ces braises peuvent revivre, donner lumière et vie. Si au contraire, il n'y a pas de souffle, eh bien à ce moment-là, ils s'éteignent et ils deviennent des cendres. Nous sommes aujourd'hui exactement, je crois, à cette même période, à cette même relativisme, et donc tout dépend de la manière dont l'humanité va envisager la poursuite. Dans ce cadre-là, la naissance de l'État d'Israël me semble être un point d'espérance pour l'humanité entière, et pas seulement pour le peuple juif. Un conseil pour la communauté juive de France aujourd'hui, pour terminer, Benjamin Gross? Écoutez, conseil ou un avis? Je suis assez critique, je suis assez sceptique pour l'avenir du judaïsme européen d'une manière générale, car les tendances actuelles de l'Europe sont des tendances mortifères, et également, vu la concordance de l'antisionisme avec l'antisémitisme, il me semble que la vie juive en Europe a perdu de son, à court terme, a perdu de son éclat. Je constate d'ailleurs qu'une partie du judaïsme français, bien qu'il soit aujourd'hui encore très vivant et très actif, il me semble cependant que son avenir n'est pas de ce côté-là. Et je souhaite pour ma part qu'il soit dirigé vers, en contribuant à la reconstruction de l'État d'Israël, de la nation juive, qui, comme je le disais, est essentielle pour la nation juive, mais également, j'en ai la conviction, pour l'humanité entière. Et à quel moment cette nation juive va-t-elle se cristalliser, on va dire, exister comme vous le pensez? Je n'en sais rien. Je ne vis que d'espérance de ce côté-là, parce que je ne suis que très conscient de la situation actuelle, qui n'est encore très loin de réaliser cette espérance. Merci beaucoup, Benjamin Gross, d'avoir accepté de participer donc à cette série. Ils ont fait la communauté juive. On a pu comme ça parcourir presque donc 90 ans de vie. Et vraiment, merci d'avoir accepté de jouer le jeu, de vous livrer sur ces souvenirs personnels. Et à bientôt. Merci à vous.